Restez là. Ne sortez pas maintenant. Un lynx dans un quartier résidentiel. J'y crois pas. Il y a un serpent. Une rencontre dangereuse avec un serpent à sonnette. Faut dégager l'ours d'ici. Et un ours noir qui entre par effraction. C'est une sacrée bête. Les animaux nous entourent, parfois d'un peu trop près. Préserver l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage, c'est le travail des Animal Extractors. Carl Laquet travaille inlassablement pour éviter les conflits entre ours et humains dans le secteur du lac Tahoe, dans le Nevada. Rien qu'au cours des 12 derniers mois, il a reçu 180 appels concernant des ours. Aujourd'hui, il a été appelé par un vacancier inquiet qui réside actuellement dans la région. On nous a indiqué la présence d'un ours dans le parking. 9 fois sur 10, les animaux déguerpissent avant notre arrivée. Mais avec un peu de chance, on attrapera celui-là sur les lieux et on lâchera les chiens sur lui avant qu'il ne se fasse la malle. Vous essayez d'attraper un ours? Oui, il y en a un dans le parking. Dès son arrivée, Carl emmène son chien Rooster dans le parking pour s'occuper de l'animal sauvage. Qu'est-ce que cet ours fait là? Faut le dégager d'ici. Allez, allez! Même s'il pèse près de 60 kilos, l'ours parvient à utiliser l'escalier avec une grande agilité. Carl et Rooster perdent sa trace. Il faut trouver cet ours. Ce qui est marrant, c'est que ces animaux montent et descendent assez facilement les escaliers. Après un court instant, un passant prévient Carl que l'ours est toujours dans le parking. Il est là? Oui. La traque peut reprendre. Il est là. Sors d'ici. Rooster! Rooster! Faut le faire sortir d'ici. Carl tire une balle en caoutchouc pour tenter de repousser l'ours afin qu'il se réfugie dans un arbre. Tu le vois? Ce procédé est souvent utilisé. Il sert à effrayer l'animal sans pour autant le blesser. L'ours associe alors cette expérience déplaisante aux humains et fait en sorte de se tenir éloigné de l'homme par la suite. La situation se complique lorsque l'ours pénètre sur une aire de jeu pour enfants. Carl donne des directives en russe à Rooster pour qu'il force l'ours à se réfugier en haut d'un arbre. Vas-y, vas-y. Cherche. L'ours cherche refuge dans l'arbre, comme Carl l'avait souhaité. Méchant ours. Il a compris. Il était dans le parking et il ne bronchait pas avant de voir Rooster et moi arriver. Là, il est parti. Avant ça, il restait impassible devant les passants. C'est justement ce qu'on essaie de changer dans son comportement. On voudrait que quand les ours voient un humain, ils fassent tout pour l'éviter. Ce qu'ils sont censés faire, c'est se réfugier dans un arbre dès qu'ils se sentent menacés. Et on veut que ce soit ce qu'ils ressentent dès qu'ils voient un humain. Carl prévoit d'attendre que l'ours redescende de l'arbre afin de recommencer le procédé, pour que l'animal comprenne bien qu'il doit à tout prix éviter le contact humain. On va le laisser redescendre, on va rattacher les chiens, le laisser redescendre de l'arbre, et là, on relâchera les chiens. On ne peut pas se permettre de laisser des ours se balader dans le coin en plein jour. Lui, s'il est là, c'est uniquement parce que les habitants laissent leurs poubelles ouvertes. C'est la seule raison de sa présence ici. Mais ce n'est pas la première fois que cet ours s'attire des ennuis. L'étiquette d'identification rouge qu'il a dans l'oreille informe Carl qu'il s'agit d'un animal qu'il a déjà poursuivi par le passé. Les habitants approchent pour observer ce qui se passe. L'ours ne semble pas être prêt à redescendre. Carl pense qu'il n'y a aucun risque à repartir patrouiller puisque l'ours est maintenant assez loin du centre de vacances et qu'il ne risque pas de blesser quelqu'un.
Plus de 300 ours noirs vivent dans l'état du Nevada. Le rôle de Carl est de tout faire pour qu'ils restent sauvages et se tiennent loin des habitants et des touristes. Dans la région, il y a à la fois des habitants qui vivent ici à l'année et des milliers de touristes. C'est ce qui provoque toutes ces interactions entre les ours et les humains. Les animaux entrent chez les gens, ils dorment sur les porches, ils hibernent sous les terrasses. Ils sont vraiment gênants. Les animaux tolèrent la présence humaine, mais ce n'est pas réciproque. Et c'est là qu'on nous appelle. 30 minutes après avoir fait fuir Red 32 du parking, Carl reçoit un autre appel. Un ours a été repéré à 700 mètres de là. On a fini de s'occuper de l'autre ours il y a à peine une demi-heure. Et on vient de nous indiquer la présence d'un autre animal près d'une des tours. On va aller voir ça, c'est peut-être le même ours. Si c'est le cas, ce n'est pas son jour de chance, parce que je vais le chasser une fois de plus. Carl se dirige vers l'endroit où l'ours a été repéré, en plein cœur de la ville. L'étiquette rouge signale à Carl qu'il s'agit de Red 32, le même ours que celui qu'il a laissé il y a 30 minutes. Et il se balade maintenant près d'une piscine municipale. Le voilà. Il est venu faire un petit plongeon dans la piscine. Vas-y, Rooster. Vas-y, Rooster. Attrape-le. Vas-y, Rooster. Vas-y, attrape-le. Attrape-le. Rooster le chasse jusque dans les bois. Il est évident que l'ours n'a pas retenu la leçon et refuse d'éviter les humains. J'ignore s'il est monté dans l'arbre ou pas. Je vais aller jeter un œil rapidement et récupérer le chien. Rooster force l'ours à se réfugier dans un arbre pour la deuxième fois de la journée. C'est censé renforcer la peur de l'humain chez l'animal sauvage. En retournant patrouiller, Carl a l'espoir que cette expérience déplaisante a éloigné l'ours une bonne fois pour toutes. Rick Kramer est chargé du contrôle des alligators à West Palm Beach, en Floride. Assurer la protection des habitants est un travail à temps plein. On nous appelle tous les jours. On reçoit 20 à 30 plaintes par fax. Ça va des alligators de 60 cm à celui de 3,50 m. Rick a reçu un appel provenant d'un propriétaire inquiet qui souhaiterait qu'on s'occupe d'un alligator qui a été repéré dans un canal près de chez lui. Il y a 2 ans, l'un d'eux a carrément escaladé cette palissade. Ils sont là le matin. Ils s'installent vraiment là. Quand je rentre le soir, ils traversent tranquillement la route. Quand je vais pêcher, ils restent là à me regarder. Rick et son coéquipier Scott Petron s'approchent de la rive. Je crois qu'on tient notre suspect. Ils travaillent main dans la main pour essayer de capturer l'alligator à l'aide de cannes à pêche ultra résistantes. Avec un canal aussi étroit, il faut faire usage d'une très grande précision. Il y a trop de plantes. Rick est prêt à relever le défi. Mais voilà. Maintenant, on va le faire se débattre un peu pour qu'il s'épuise. En général, quand il commence à s'épuiser, on arrive par derrière avec un collet. Regardez. Le collet permet à Rick et Scott de contrôler l'alligator sans trop s'approcher de ses dangereuses mâchoires. Attention. Laisse-le se calmer un peu, il risque de se retourner. Regarde comment il bouge. Même en utilisant le collet pour immobiliser l'animal,
Lui fermer la gueule reste une tâche plus que risquée. Une seule morsure, et Rick pourrait perdre la main. Il pourrait facilement vous briser un bras ou une jambe. Ils adorent mordre. Un alligator de cette taille peut vous blesser gravement, même s'il vous tue pas. Mais les habitants ont ces petits chiens qui se prennent pour des molosses. Ils viennent jusqu'ici, aperçoivent un alligator et se mettent à aboyer. Et si l'alligator arrive à entraîner le chien sur son terrain, il n'y a plus rien à faire. Même si le propriétaire est heureux de voir l'alligator quitter le quartier, il a de la compassion pour la situation dans laquelle se trouve l'animal. Comme je le dis toujours, c'est chez eux. On s'est installé sur leur territoire. Ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. On a appris à vivre avec. Il suffit qu'on ne les embête pas, qu'on ne les nourrisse pas, et qu'on garde un œil sur nos chiens. Il faut apprendre à cohabiter avec les alligators. Mais il y a des moments où c'est difficile. Il arrive qu'on doive les déplacer. Moi, je les respecte. Et je remercie le ciel d'avoir toujours tous mes doigts et mes orteils. Rick et Scott reprennent leur patrouille après une nouvelle intervention réussie. Le climat méditerranéen du nord de la Californie a attiré des milliers de personnes, ainsi qu'une autre espèce beaucoup plus indésirable, le crotal de l'Ouest. Un couple marié, Len et Heather Ramirez, reçoit des centaines d'appels de détresse chaque année. On vient d'être appelé par une dame du nom de Corby. Elle travaille dans un cabinet dentaire à Rocklin. Elle ou l'un de ses employés a repéré un crotal et j'ai demandé est-ce que quelqu'un garde un œil sur le serpent pour qu'on soit sûr de pouvoir l'attraper. Il est 13 h et il doit faire dans les 30 degrés. Les conditions sont idéales pour un crotal. Ça fait peur de venir se faire un détartrage ou quelque chose comme ça et de tomber sur un crotal. Ça ne fait pas très bonne impression. Le souci avec les crotales, c'est que même s'ils ne se déplacent pas beaucoup, ils se cachent très bien. La plupart du temps, on demande à quelqu'un de surveiller le serpent, de ne plus le quitter des yeux sous aucun prétexte. Et il suffit qu'ils aillent se chercher un verre d'eau pour que le serpent disparaisse. Heather et Len sont rejoints par l'assistante dentaire qui a réussi à garder un œil sur le crotal. Bonjour. Merci de l'avoir surveillé. Pas de quoi. Je suis Heather Ramirez. Où est-ce qu'il est? Il est allé se cacher par là et il est dans le coin là-bas. Dans le coin? Oui, on ne voit pas très bien. Je vois quelques écailles. Corby a dérangé le serpent dans le buisson devant le cabinet dentaire sans faire exprès. Il l'a presque mordu. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je passais derrière le massif là-bas pour changer une tête d'arrosage parce qu'on allait mettre en route le système. Le serpent était complètement à découvert. Alors quand je me suis penchée, je l'ai vu, je me suis reculée et je suis rentrée. Vous avez eu de la chance. Je n'ai pas facilement peur. Alors je n'ai pas crié ni rien. Mais je suis rentrée et j'ai dit « Mon Dieu, il y a un serpent devant !» On va mieux le voir. Heather utilise un miroir pour réfléchir la lumière et éclairer l'endroit où se trouve le serpent, afin que Len ait une meilleure vision. Il a l'air assez grand, Len. Je dirais dans les 90 cm. Vraiment? Oui, il est beau. Le motif des écailles est joli. Len utilise des pinces spéciales pour maintenir le crotal hors de portée. Une seule morsure pourrait provoquer une grave fièvre ou même la mort. Le voilà, le voilà. Attends un peu. Il a l'air vraiment pas mal. Je vais le garder un peu comme ça. C'est un crotal de l'Ouest. Un mâle. Il a l'air calme pour le moment, mais ça risque de changer très vite. On va le mettre dans ce seau et le laisser à l'ombre. Je ne veux pas qu'il prenne un coup de chaud. Je le mets là-bas. Len met le crotal à l'ombre.
Bien que les serpents adorent le soleil, ils sont incapables de réguler leur propre température corporelle. Et ils peuvent mourir s'ils ont trop chaud. Ce serpent vient de manger. Il a l'air en bonne santé. Il est réactif et il a beaucoup de force. Il vaut mieux éviter qu'il ne croise votre chemin ou ne vous morde. Ça m'a fait un peu peur au début, mais après ça a été quand j'ai vu où il était. On ne peut pas la lui faire à l'envers. Non, quand on l'a enfin vue et qu'elle nous a demandé de regarder ce que c'était, j'ai tout de suite su que c'était un crotal. Vous l'avez entendu sonner? Non, pas du tout. Et pour être honnête, dès que je l'ai vu, je me suis éloignée et je suis rentrée dans le cabinet. Il vient de manger un rat. Comment vous le savez? Il a une grosse bosse au niveau de l'estomac. On voit bien qu'il a quelque chose dans le ventre. Il est complètement léthargique. Pendant que Heather place le crotal de 90 cm dans une boîte scellée adaptée, Len fait un tour afin de débusquer d'autres visiteurs indésirables. Je ne vois rien d'autre, donc on va arrêter là pour le moment. Ce n'est qu'une question de temps et de statistiques avant que quelqu'un d'autre ne croise le chemin d'un crotal qui se balade tranquillement dans le coin. Avec un peu de chance, quand la personne en question le verra, elle nous appellera et on viendra le chercher pour le relâcher dans la nature. Si vous avez le moindre problème, appelez-nous. Au revoir. Maintenant qu'ils ont réussi à capturer le crotal, la mission des Ramirez est à moitié terminée. D'ici quelques jours, ils le remettront en liberté dans un endroit plus sûr. Le biologiste Carl Lackey a déjà vu un ours noir se balader dans la zone résidentielle du lac Tahoe à 2 reprises. Deux jours plus tard, le même ours est de retour dans le coin. Et cette fois, ça ne plaisante pas. Un appel d'urgence venant du bureau du shérif informe Carl que Red 32 est entré dans la chambre d'un petit garçon de 8 ans. On vient de recevoir un appel du comté de Douglas pour signaler la présence d'un ours dans une maison. Je crois qu'il y a 2 ou 3 officiers sur les lieux et qu'ils ne veulent pas tirer sur l'ours. Apparemment, ils ont réussi à identifier Red 32. Il s'est enfermé dans l'une des chambres et il a un comportement quelque peu agressif. Il peut les voir par la fenêtre et il essaie de les frapper de l'intérieur. On va y aller aussi vite que possible pour voir si on peut lui donner une dose de tranquillisant avant que quelqu'un ne soit blessé. Malgré tous les efforts de Carl, l'ours est revenu en ville à la recherche de nourriture, ce qui le met en contact direct avec les humains. Il pourrait réagir avec violence si les propriétaires venaient à s'opposer à lui. Il est à l'intérieur et il a l'air d'agir comme s'il cherchait à défendre sa propre maison. Carl prépare son fusil hypodermique. L'ours est entré dans la maison en brisant une vitre. Il est maintenant coincé dans la chambre d'un petit garçon et Carl devra lui administrer une dose de tranquillisant avant de l'approcher. Il est en train de défoncer la porte. Je pourrais le viser d'ici. C'est bon, je l'ai. Je l'ai bien eu? Vous voyez? Reculez un peu. Oui, je l'ai eu à l'épaule. Je vois le sang. On va pouvoir le sortir d'ici. En attendant que le tranquillisant fasse effet sur l'ours, les officiers montrent à Carl les dégâts causés dans la maison. Il a fait tout ça? Oui, la pièce a été mise à sac. Je suppose qu'il a remarqué le frigo dans la cuisine et qu'il a voulu le vider. C'est bon.
On peut y aller. Il s'est bien amusé. Les policiers restent sur le qui-vive jusqu'à ce que Carl leur donne le feu vert. La vache. Il en a mis partout. Carl profite du fait que l'ours soit inconscient pour le sortir de la maison. C'est le même que la dernière fois, il n'est pas très grand. Oui. C'est bien le numéro 32. On l'a étiqueté cette année, alors qu'il fouillait des poubelles. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait que ces éléments. Il aime les poubelles et les piscines. L'un des policiers aide Carl à porter l'ours jusqu'à son véhicule. Maintenant que l'ours est sorti de leur maison, Dave Elliott et son fils Chandler peuvent rentrer en toute sécurité. Il a détruit ma chambre. Je suis rentré à la maison et j'ai vu que tout était sans dessus-dessous. Le frigo était ouvert. Quant au reste, la maison était détruite. Je suis descendu et j'ai regardé ce qui se passait. J'ai vu qu'il était là et j'ai appelé la police. Il est passé des fouilles dans les poubelles aux effractions chez les particuliers. L'ours identifié Red 32 a visiblement développé un intérêt pour la même nourriture que nous. Il représente maintenant un véritable danger pour les habitants. Avec ses griffes, un seul coup de patte pourrait provoquer de graves blessures. Par chance, il n'a rien détruit de valeur. Il cherchait surtout de la nourriture. Du lait, du jus d'orange, tout et n'importe quoi. Du poulet, du bœuf. J'étais très énervée contre cet ours. Il a complètement détruit ma chambre. Presque toutes mes affaires. Ça va me prendre un moment à nettoyer. Je compatis. Selon la politique du gouvernement du Nevada, Carl n'a pas le choix et doit faire euthanasier l'ours. Ce genre de situation n'est marrante pour personne. Je me sens mal pour le propriétaire de la maison. 2 pièces de chez lui ont été mises à sac, sans même parler de l'ours. L'animal va devoir être tué. Mais il faut bien mettre la limite quelque part. Si les ours commencent à entrer chez nous et à être agressifs, c'est une chose de passer par la porte, c'en est une autre de fracasser des fenêtres. Dans ces circonstances, il faut les mettre hors d'état de nuire, quel que soit leur passé. On observe en Floride plus d'attaques d'alligators que n'importe où dans le monde. Rick Kramer, chargé de leur contrôle, a largement de quoi faire. Au cours de sa patrouille, Rick reçoit son 2e appel de la journée. Un habitant qui vit au bord d'un lac a besoin de son aide avec un alligator affamé. L'alligator s'en prend au canard. Il faudra le déplacer. Ces prédateurs raffolent des canards, des chiens, des chats, des opossums, des ratons laveurs. Vous voyez ces canards à la surface? C'est un signe qui indique que l'alligator n'est pas loin. C'est la saison des amours. C'est ça qui les force à se déplacer. Ils veulent trouver l'amour. Et certains vont le chercher au mauvais endroit. Rick et son coéquipier Scott Petron transportent un équipement spécial. De lourdes perches, des cordes épaisses et des crochets, pour s'assurer que les alligators seront capturés rapidement et en toute sécurité. Rick aimerait savoir si quelqu'un a aperçu l'alligator ce soir. Je vais aller parler un peu avec la propriétaire.
Comment ça va? C'est pour l'alligator? Ouais, vous nous avez appelés. Je suis rentrée et je l'ai vu au beau milieu. Et aujourd'hui, il se déplaçait plutôt rapidement. D'habitude, il est beaucoup plus lent. C'était il y a combien de temps? Une demi-heure. D'accord, super. Il doit encore être là alors. Je n'ai pas de jeunes enfants. Les miens sont grands et ils savent qu'il ne faut pas y aller. Je leur dis toujours que s'ils jouent au football et que le ballon atterrit près de l'eau, ils ne doivent pas aller le chercher. Ça n'en vaut pas la peine. Et je vous l'ai dit, mon chien ne sort jamais. Il reste toujours à l'intérieur. Les alligators n'en feraient qu'une bouchée. Pas vrai? Je n'oserais pas y aller moi-même. Depuis la maison, Rick jauge la situation. S'il pleut pas trop, je pourrais voir les bulles d'air se former à la surface. Ça me permettra de le repérer. Il va sortir. Je crois qu'il se cache pour le moment. Tandis que le temps tourne à l'orage, Rick reste patient. Avec un peu de chance, il va traverser le lac une dernière fois. Il faut juste être patient. Alors que Scott fait une deuxième fois le tour de l'eau, quelque chose l'interpelle. Il pense que c'est l'alligator caché dans les roseaux. Fausse alerte. Scott essaie tant bien que mal de dégager son crochet des herbes, quand soudain, l'alligator apparaît. La vache! Il se laisse pas faire. Rick a réussi à attraper l'alligator. Mais Scott a du mal à en faire de même avec sa canne à pêche. La seule façon de capturer le prédateur est d'utiliser les deux lignes pour le maîtriser. C'est pas vrai. Ces herbes nous aident pas. La végétation dans ce lac peu profond rend leur mission difficile. Tiens bon, Scott. En dernier recours, Rick va carrément dans l'eau. Alors que l'alligator n'est encore harponné que d'un côté, Rick avance de quelques centimètres afin d'avoir une meilleure prise et de ramener l'animal vers la berge. Toutes ces plantes nous aident pas. J'essaie de passer par-dessus tout ça. Si on les attrape et qu'ils s'échappent, ça devient beaucoup plus dur de les rattraper une deuxième fois. Allez, vas-y. Il vient de ton côté. Attention, il veut nous avoir. Il faut absolument qu'on l'attache des deux côtés. Vise sa patte arrière. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise deux lignes. Tire un bon coup. Si Rick n'arrive pas à attacher l'alligator correctement, il risque de s'échapper. Et si on essayait de l'avoir par la queue? Ouais. L'alligator est enfin amené sur la rive. Il mesure 2,10 mètres et peut tuer d'une simple morsure. Rick et Scott doivent agir rapidement pour fermer la gueule de l'animal avec de l'adhésif. On dirait que je promène un chien. Il essaie encore de se débattre. Comme vous avez pu voir, j'ai attendu qu'il se calme. J'ai laissé s'épuiser en tirant quelques fois sur la ligne. J'aime bien le vider de toutes ses forces avant de l'embarquer, parce qu'un alligator de cette taille peut nous briser les os. Vous voulez le voir? Il va se jeter sur vous. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Non, non, vous inquiétez pas. D'accord. Vous voyez? Pourquoi il reste comme ça? Il est fatigué, ouais. Vous croyez qu'il y en a d'autres?
Il y a une réserve naturelle juste à côté. C'est de là qu'ils viennent. Vous allez en faire quoi? C'en est fini pour lui maintenant. Vraiment? D'après la législation en Floride, les alligators de plus d'1,20 m susceptibles d'être une menace pour les hommes peuvent être tués. Les alligators de cette taille se retrouvent ici parce qu'ils se sont fait taper dessus par les plus gros. Ça les a fait fuir et maintenant ils migrent vers l'est et vont en ville. On a installé une palissade tout autour de notre maison parce qu'on ne sait jamais quand un alligator peut débarquer dans le lac. Je ne pense pas qu'ils seraient capables de franchir un tel obstacle, mais eux aussi, ils en ont une. C'est vrai que ça peut les dissuader, mais il vaut mieux être prudent. Un alligator de cette taille peut passer par-dessus une barrière de plus d'1,50 m sans problème. C'est vrai? Tout à fait. Par-dessus celle-là? Oui, facilement. Ils peuvent sauter? Ils utilisent leur queue. Ils s'appuient contre la palissade et utilisent leur queue pour passer par-dessus. Et ils se retournent? C'est ça. Comment on peut se protéger? Il faut juste avoir conscience de l'endroit où vous êtes. Surtout quand vous vivez près d'un lac. Vous êtes très courageux. Merci beaucoup. À Auburn, en Californie, Len Ramirez s'apprête à libérer le crotale de l'Ouest que lui et sa femme Heather ont capturé près d'un cabinet dentaire de Rocklin. Ça fait 2 jours qu'ils le gardent chez eux dans un vivarium spécial qu'ils possèdent. On va lui remettre un peu d'eau. C'est bien qu'il puisse boire un petit peu avant qu'on le libère. On a du mal à savoir s'ils boivent ou pas, mais au moins, ils ont une chance de se réhydrater un peu. On va laisser le bac ouvert ici. Je vais l'attraper avec ce truc-là. Les crotales de l'Ouest sont très dangereux. Ces serpents trouvent 80% de l'eau dont ils ont besoin dans leur nourriture. Ils utilisent le sang et l'urine des rongeurs. Mais quand ils ont l'opportunité d'être en contact avec de l'eau et de boire, ça leur fait beaucoup de bien. Après avoir capturé un serpent de 90 cm dans un cabinet dentaire, Len et Heather veulent lui trouver un nouvel habitat. C'est ce que je préfère dans notre boulot. C'est vraiment satisfaisant. Il y a tellement de gens qui sont obsédés par la construction et le développement du territoire que c'est agréable de pouvoir faire tout le contraire. De préserver la nature plutôt que de la transformer. Les forêts de pins de la Sierra Nevada n'ont pas encore été modifiées par l'expansion urbaine. Alors c'est l'endroit idéal pour relâcher un crotale de 90 cm. Tout le monde est gagnant. Les propriétaires, parce qu'en général, ils ne souhaitent pas la mort du serpent. La plupart du temps, c'est l'une des premières choses qu'on nous demande. Vous n'allez pas tuer le serpent? Et on leur dit non. On ne tue pas les animaux. On fait tout pour les maintenir en vie. C'est le côté agréable de notre boulot. Celui-ci est très beau. Le bois sec qu'il y a dans la forêt leur offre une combinaison parfaite d'ombre et de lumière. Ce serpent, on l'a capturé à quelques mètres d'un cabinet dentaire. Il sera bien plus heureux ici. Et il y a moins de risques qu'il effraie les patients qui entrent dans le cabinet. C'est un lieu qui ressemble plus à son habitat naturel. C'est un lieu idéal. Il est très puissant. Si je m'approchais un peu trop de ce serpent, Il se jetterait sur toi pour se défendre. Ça l'exciterait probablement. il m'en veut peut-être encore de l'avoir capturé. Non, je pense qu'il nous est reconnaissant de l'avoir récupéré pour le libérer dans un endroit où il sera plus en sécurité. Il a l'air d'être dans son élément. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie.
De l'autre côté de la frontière, on trouve la ville de Toronto. Pete Nolan et Brad Gates répondent à un appel. Bonjour Janet. Bonjour. On s'est parlé au téléphone. Enchanté, je suis Pete. Enchanté. Voici ma carte. Alors comme ça, vous avez trouvé un raton laveur. Ouais. Je ne l'ai vu que ce matin, mais j'ai installé le piège hier soir. On va aller voir ça. La propriétaire, Janet Babcock, a réussi à piéger un raton laveur qu'elle soupçonne d'aimer un peu trop son toit. C'est la saison des amours. Elle a peur qu'il ait tué des petits. Ce n'est pas la première fois que Janet a une bestiole chez elle. Mes enfants sont un peu plus grands maintenant. J'ai toujours peur que l'un de ces animaux, surtout si c'est une mère avec ses petits, soit là. Mes enfants passent toujours par là pour entrer et sortir de la maison. Et j'ai peur qu'un raton laveur les attaque ou qu'un de mes enfants les provoque de quelque manière que ce soit. Hier, quand mon fils est rentré et il m'a dit qu'il y avait un gros raton laveur sur le toit, je me suis dit qu'il fallait le piéger pour essayer de l'attraper et de le faire partir d'ici. On va voir si c'est un mâle. Je vois un mamelon là. Je pense pas que ce soit un mâle, Pete. Je crois que c'est une femelle pas encore adulte. Elle a l'air assez jeune. C'est pas celle qui s'est installée ici avec ses petits parce que rien ne prouve qu'elle a allaité des jeunes. J'aimerais trouver un moyen pour les éloigner de mon toit une bonne fois pour toutes. J'adorerais. Pete vérifie les accès au toit. À ton avis, par où est-ce qu'ils ont pu passer? Il y avait un trou de 2 ou 3 cm. Une fois qu'ils passent, ils continuent? Ils peuvent aller jusqu'où? Ils peuvent traverser tout le grenier. Même si ce bâtiment n'est qu'un garage, il est rattaché à la maison. Alors ils peuvent entrer et monter. Ils peuvent facilement grimper le long des murs. Ils ont un accès facile au grenier et de là, ils peuvent facilement aller jusqu'à votre salle de bain qui est de l'autre côté. Je les ai déjà entendus dans ma salle de bain. Ils peuvent y accéder d'ici, en passant par les murs de la maison. Ils sont capables de s'engouffrer par là. Je suis en train de vendre ma maison et je ne veux pas que les futurs propriétaires aient à gérer ce problème. Je ne peux pas leur assurer qu'ils n'auront pas de raton laveur, parce que les autres voisins ont eu le même problème par le passé. Mais pour le moment, je voudrais résoudre ce problème. Une fois le toit réparé, la prochaine mission de Brad et de Pete est de relâcher le raton laveur. Il est 6h15 du matin à Tucson, dans l'Arizona, et la journée est déjà bien entamée pour Mark Hammond, qui est chargé de contrôler les espèces nuisibles. Une dame nous a appelé ce matin pour nous signaler la présence d'un lynx dans son jardin. Elle dit qu'il y a aussi un petit qui se balade. Il est certainement caché dans un buisson. On prend les appels concernant les lynx très au sérieux. Surtout s'ils ont des petits, parce qu'ils sont très protecteurs. Le lynx est un animal originaire d'Amérique du Nord. Il est plus grand qu'un chat domestique et est bien plus féroce. On reçoit 20 à 30 appels par semaine pour des lynx. On ne répond que quand les animaux se montrent agressifs envers les enfants ou envers les personnes âgées. Ou encore s'ils viennent de manger le chien de la famille ou leur chat. Alors qu'il prend une route adjacente, Mark repère un lynx adulte qui traverse la route. Je vais me garer. Il a peur qu'une voiture le fasse fuir. Non, 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 non. Mais le lynx reste là. Elle garde un œil sur ses petits qui sont tout près. Je la vois. Les femelles lynx peuvent se montrer agressives quand elles protègent leurs petits. C'est dangereux pour les animaux comme pour les humains. Attendez, ne sortez pas. Il y a un lynx juste là. Si vous devez y aller, allez-y, mais ne passez pas par là. On dirait qu'elle s'installe près de cet arbre. Je vais attendre ici.
Capturer le félin et ses petits ne va pas être facile. Je l'ai localisé. Mark appelle son coéquipier Jeff Carver. J'ai dit à tous les voisins de rester chez eux. On a surtout peur pour la sécurité des habitants. 90% des appels ont lieu le printemps ou l'été, quand elle garde ses petits et qu'elle les protège. Si elle est dans un jardin avec ses jeunes et qu'un enfant sort, il suffit que cet enfant ne comprenne pas la différence entre ce lynx et un chat domestique pour qu'il aille vers lui. Le lynx attaquera alors l'enfant et ça peut s'avérer dangereux, voire fatal. Mark veut que le lynx et son petit se réfugient dans l'arbre pour qu'il puisse les attraper. Pour le moment, je voudrais réussir à les faire grimper dans l'arbre. Si ça n'est pas possible, je veux au moins le petit. Comme ça, je pourrais l'utiliser comme un pas. Il suffit d'être patient. Monte dans l'arbre. Vas-y, grimpe, je t'en prie, grimpe dans cet arbre. Bingo! Elle a grimpé. Encore plus haut. On n'aura pas de seconde chance. Jeff Carver répond à un appel d'urgence de Mark Hammond et arrive sur les lieux juste à temps. Le lynx a repéré les garçons et pourrait devenir agressif s'ils n'agissent pas rapidement. Ils sont face à une mère protectrice aux dents et aux griffes acérées. Ils espèrent qu'elle restera dans l'arbre. Je veux pas qu'elle saute sur la voiture. Je veux surtout pas qu'elle saute sur elle. D'accord. Je veux pas qu'elle aille sur le toit non plus. Reste là où tu es. T'as de quoi la transporter? Oui, j'ai ce qu'il faut. Ce que je veux, c'est l'empêcher de bouger. Il faut qu'on l'empêche d'aller sur le toit, Jeff. Ouais, je sais. Puisque la base de l'arbre est complètement encerclée, le toit de la maison d'à côté est la seule échappatoire possible pour le lynx. Coucou, maman. C'est bien, t'es gentil. Dans la boîte, dans la boîte. Je l'ai. C'est bon. On l'a, ça y est. C'est fini. Bien joué. Tu veux aller le chercher? Après ça, les garçons se rapprochent du petit qui a continué à grimper pour trouver un chemin pour s'échapper par le toit. C'est toi, Spider-Man. Il essaie d'aller sur le toit. J'ai peur qu'il y arrive. Va chercher l'échelle. D'accord. Il faut pas qu'il bouge. Je veux pas qu'il aille sur le toit parce que s'il se met à sauter de toit en toit, on aura un mal de chien à l'attraper. Où est-ce qu'il est? Juste là. Je le vois presque pas à travers l'arbre. Je pensais que je l'avais, mais... c'est trop dense ici. Je l'ai. Tu peux le garder? Je vais chercher une boîte. D'accord. Même s'il est petit, il est agressif, tout comme sa mère. Il se bat pour récupérer sa liberté. Et Jeff tient son collet bien autour de ses épaules pour empêcher l'animal de se blesser ou de le blesser. Bien joué. On n'est pas près de lui ouvrir. C'est comme avec un crotal. Il va s'échapper et nous mettre en pièces. Jusqu'à ce qu'on arrive sur place, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Les chances pour qu'un lynx se réfugie en haut d'un arbre avec son petit sont très faibles. On a plus de chances de gagner à la loterie.
Essayer d'attraper un félin au sol, c'est presque impossible. Ils sont très rapides. Ils peuvent faire du 50 km/h. Mais Jeff et moi, on est comme une araignée et un singe dans un arbre. On n'a pas peur de se mesurer à eux s'il le faut. Il y a beaucoup de retraités qui vivent dans le désert de Sonora. Ils emménagent dans des zones où la nature a encore le dessus. Ils nous appellent pour nous dire « On a un lynx dans le jardin, qu'est-ce qu'il faut faire ?» On leur dit d'aller chercher leur appareil photo et de profiter de ce qu'ils voient. Mais dans ce cas-là, Mark a jugé que la situation n'était pas sûre pour les lynx et les habitants. La prochaine étape pour Mark et Jeff, c'est de libérer les animaux là où ils ne pourront pas blesser d'êtres humains. Brad Gates et Pete Nolan ont été appelés dans une maison où la propriétaire, Janet Babcock, a capturé un visiteur indésirable. Une fois qu'ils ont condamné le point d'entrée du raton laveur dans la maison, ils sont prêts à libérer l'animal dans la nature. J'ai jeté un œil dans le jardin et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour le relâcher. Et il y a un portail sur le côté de la maison si vous voulez le libérer. Il a l'air un peu énervé pour le moment. Il a l'air en pleine forme. C'est un raton laveur bien animé. C'est normal qu'il soit agressif. On vient de l'entendre grogner. Je pense que dès qu'on ouvrira la porte de sa cage, il va s'échapper. On va aller dans le jardin. Elle s'énerve encore plus maintenant qu'on bouge. On va le faire ici. Ouais, je pense que c'est un bon endroit. Il va partir vers le coin là-bas. On essaie de tourner le piège dans la direction dans laquelle on veut que l'animal parte, c'est-à-dire par là. Il y a assez d'arbres dans cette direction pour qu'il puisse grimper et assez de buissons pour qu'il se réfugie jusqu'à la tombée de la nuit. Cette femelle est très agressive. Elle va se mettre à courir comme une dingue. T'es prêt? On y va. C'est bien. C'est bien. Elle grimpe dans l'arbre. Elle essaie de s'échapper, mais elle va se rendre compte que c'est pas possible. Elle se dirige vers l'arbre. Ils préfèrent grimper que sauter. Il faut qu'elle prenne le bon élan. C'est assez compliqué. Sur quoi est-ce qu'elle peut grimper? Elle est en train de se rendre compte que ça ne va pas être évident d'atteindre cette branche. Elle est montée pour essayer de se protéger de nous. Et là, on l'observe pendant qu'elle étudie absolument toutes les solutions pour s'échapper. Elle est en liberté et elle en a conscience. Elle se rend bien compte qu'elle s'est sortie du piège. Là, elle est dans un environnement familier. Maintenant qu'il a été délogé, le raton laveur se cherche une nouvelle maison bien à lui. Mark Hammond et Jeff Carver sont des experts des urgences animales. Plus tôt dans la journée, ils ont résolu une situation qui aurait pu être dangereuse en retirant un lynx et son petit d'une rue résidentielle dans un quartier de retraités. C'est maintenant le début de soirée et ils ont amené les lynx dans la brousse aux abords de Tucson, dans l'Arizona. Ils veulent s'assurer que la mère et son petit resteront ensemble une fois relâchés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans une cage et les y laisser pendant 24 heures. J'espère qu'après ce temps, elle se sera habituée à ce qui l'entoure. Si on les sortait et qu'on les relâchait directement, elle serait tellement stressée qu'elle s'échapperait en abandonnant probablement son petit. Donc, on va tout faire pour les laisser en famille. Il faut lui laisser l'occasion d'élever son petit, de lui apprendre à chasser
et d'être un lynx. En la laissant avec son petit pendant la nuit, la mère ne devrait pas l'abandonner quand elle sera remise en liberté. Mark et Jeff se préparent à transférer l'animal dans une cage. Maintenant que le petit est dans la cage, un autre défi les attend. La mère. Ça nous fait une montée d'adrénaline. Si quelqu'un doit être blessé, ce sera moi. Mark a enfilé des gants épais pour déplacer la cage de la mère pendant que Jeff prépare son collet. Si le lynx n'est pas manipulé de la bonne manière, il pourrait se blesser en essayant de s'échapper. En gros, il faut que je fasse de la place pour Jeff. Il va falloir que je protège l'ensemble de la zone. Vu sa vitesse, elle pourrait surgir d'un coup. Qu'est-ce que ça donne? Je la tiens. C'est bon? À 3. 1, 2, 3. Ça fait toujours peur, même quand on se protège. Si elle s'en prenait à mon bras avec ses griffes ou ses dents, elle arriverait à transpercer ses gants. Ils sont juste faits pour le moment où on les capture. Ça nous protège un peu plus, mais il faut bien faire notre travail. Jeff et moi, on a les bras couverts de cicatrices. Et ça vient du boulot. On fait tout notre possible pour éviter les coups de griffe et les morsures, mais ça arrive quand même parfois. On voit bien qu'être transféré dans la cage l'a beaucoup stressée. On veut qu'elle reste là avec son petit le temps de se calmer. Ils ont été séparés pendant un bon moment, presque toute la journée. Alors là, on va essayer d'être aussi calme que possible, nous aussi. Et demain matin, une fois qu'elle aura eu le temps de se détendre un peu, il faut qu'elle s'habitue aux environs et à ce qui se passe ici. Et alors, on ouvrira un peu sa cage et on la laissera partir. Le lendemain matin, Jeff et Mark retournent à l'endroit où est la cage. Il est temps de relâcher les animaux. Je vais ouvrir légèrement la cage. Je vais la laisser entrouverte pour que la mère puisse trouver la sortie et avec un peu de chance, elle se sentira assez en sécurité pour laisser sortir son petit. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 5 heures. Mais j'ai l'impression qu'elle va sortir dans la demi-heure. La cage est ouverte d'environ 25 cm et il n'y a plus que la bâche qui la tient en place pour lui éviter de s'ouvrir entièrement. Ça lui donne quand même une impression de sécurité parce qu'elle recouvre l'ouverture. Mais ils sont encore là tous les deux. Ils sont très calmes et ils sont très discrets. C'est exactement ce qu'on voulait. Mark observe la mère tenter de prendre le large. Quand elle est sortie, elle l'a fait très lentement, ce qui est une bonne chose. Quand on ouvre la cage, et c'est valable pour la plupart des animaux, s'ils s'échappent à toute vitesse, il y a de grandes chances pour qu'ils abandonnent leur petit. Ils reprennent leur liberté. En sortant, elle a pris le temps d'analyser son environnement avant de s'éloigner tranquillement. Mark s'approche prudemment de la cage. Le petit n'a pas l'air d'avoir envie de s'aventurer dans la nature. Puisqu'il est sûr que la mère reviendra s'occuper de lui, Mark décide de le laisser s'installer dans leur nouvel habitat.
J'adore voir ça. C'est la cerise sur le gâteau. C'est sympa de capturer les animaux, mais Jeff et moi, on préfère voir ce que ça donne quand on est ici et qu'on les relâche dans la nature. Le lendemain, la mère et le petit avaient disparu. Tout est bien qui finit bien. Et on espère qu'ils démarrent une nouvelle vie dans leur nouveau chez eux.